Je suis la vengeance. Je suis la nuit. Je suis... Stop, 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 stop. Ça suffit. On l'a déjà fait, ce gag là. Me... Oui, on l'a déjà fait. Et puis en plus, c'est toujours pareil. Tu vas encore me taper dessus. Et puis le mauvais flic. Et puis on va pas assez vite. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Non, 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 non. Tu te tais, tu te tais. Euh... D'accord. Bonjour tout le monde. Donc voilà, le bilan rapide au bout de 2 semaines. Donc, mauvaise nouvelle et bonne nouvelle, comme d'habitude, c'est toujours un mélange. Donc, au niveau des mauvaises nouvelles, on va commencer par ça. Parce qu'après, au final, il y a plus de bonnes nouvelles en quantité. La mauvaise nouvelle est juste assez significative, c'est qu'on a décidé pour Japan Expo de mettre en sommeil une de nos applications. C'est-à-dire, vous savez, on était en train de développer un calculateur et un viewer, c'est-à-dire le calculateur qui permet de simuler en tapant des nombres des combats, et le viewer, c'est-à-dire le truc qui permet de voir les cartes en 3D. Pour des raisons personnelles, puis aussi un petit peu de la fatigue, et puis aussi un petit peu des contraintes à cause du boulot, notamment pour Rémi, on a décidé qu'on allait se focaliser que sur une seule des deux applis. C'est-à-dire, on a décidé de mettre en pause pour l'instant le calculateur. Parce que pour Japan Expo, si on avait un viewer qui fonctionnait, ce serait quand même pas mal. On pourrait montrer aux gens des cartes en 3D. Ce serait une meilleure preuve de concept que, regardez, on est capable de faire un tout petit peu comme Hearthstone, même si on est qu'au tout départ du processus, quoi. Si on a des cartes en 3D, qu'elles sont jolies, qu'elles ont des textes avec les règles du jeu qui correspondent, on pense que ce sera plus parlant qu'un calculateur où il y a des chiffres, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu. En tout cas, comme il se jouera réellement. Donc du coup, voilà, on a fait ce choix, et pour l'instant, le calculateur est en pause. Mais la bonne nouvelle, c'est que le viewer, normalement, devrait être présentable pour Japan Expo. Évidemment, il n'y aura pas tous les détails, on n'aura pas tout pinaillé pour que tout soit le plus joli possible, mais on a de bons espoirs qu'on aura un viewer montrable à Japan Expo, et c'est ça qu'on emmènera là-bas, pour faire nos petites démos et tenter de recruter de nouveaux dessinateurs. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est un mélange entre il y a des trucs qui vont bien et des trucs qui vont pas bien, mais le but de ces vidéos, c'est de vous l'expliquer pour que vous voyez où on en est. Donc évidemment, si Japan Expo, le but c'est de recruter des nouveaux dessinateurs, ça veut dire que on va un peu améliorer le Discord et le Facebook. Notamment le Discord, parce que le Facebook pour l'instant c'est vraiment un brouillon, on fait pas vraiment de publicité via Facebook. Mais sur Discord, par contre, c'est là qu'on accueille les gens qui sont intéressés pour travailler sur le projet. Parce que si vous voulez, pour l'instant, on est encore trop tôt pour vraiment parler au grand public, c'est-à-dire à nos clients. On est au stade où on parle plutôt aux gens qui peuvent peut-être travailler avec nous. Donc les artistes ou des musiciens ou les gens qui dessinent. Non, j'ai déjà dit les gens qui dessinent, pardon. Je veux dire les gens qui programment. Waouh, bon, excusez-moi, les vidéos sont improvisées comme d'habitude. Je vais pas refaire une autre prise. On n'a pas le temps. Donc du coup, voilà. Donc recrutement à Japan Expo à l'aide de cette petite démo qui fera qu'on sera beaucoup plus convaincant que quand on était à Paris Manga où on avait juste notre idée et notre tentative d'être charismatique en parlant. Donc voilà, maintenant on aura au moins un truc digital montrable. Et ce truc digital montrable va nous permettre de mettre en démo des images que vous avez vraiment fait. C'est-à-dire que même si on n'est qu'au tout début de ça, on commence à le faire. C'est-à-dire que dans la galerie, il y aura 7 cartes, une pour représenter chacun des 7 types de cartes. Et dedans, il y aura des illustrations qui ont été faites par vous. Je pense qu'au montage, là, je mettrai les différentes cartes qu'on va mettre dans la démo. Donc les 7 qu'on va mettre. Et il y a des images que vous avez faites, vous, les artistes. Donc voilà, on va commencer à parler de nous, et quand je dis nous, ça inclut tout le monde, c'est-à-dire c'est les artistes et aussi les gens qui s'occupent de la partie technique. Donc voilà, j'ai assez parlé de tout ça. Maintenant, on va quand même parler de ce qui a progressé, parce que si on a mis en stase le calculateur, on en a profité pour avancer sur d'autres choses.
Notamment, on a designé un système d'expérience qui fonctionne. Encore une fois, ça c'est un de ces trucs qu'on se rend pas vraiment compte quand on joue à un jeu vidéo, que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Mais c'est qu'en fait, dans un RPG, bah, combien d'expérience il faut pour gagner un niveau? Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut en réalité faire des études mathématiques assez poussées, avec des fonctions exponentielles, enfin ce genre de choses bien joyeuses, que si vous aimez pas les maths, là vous êtes en train de fuir cette vidéo tout de suite. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on a une liste de l'expérience qu'il faut atteindre pour aller des niveaux 2, parce qu'évidemment on commence au niveau 1 par défaut. Pour gagner le niveau 2, bah, il faut tant d'expérience, et etc., etc. On est allé comme ça jusqu'au niveau 40. Mais en fait, le système peut continuer jusqu'à l'infini. On a une formule mathématique qui donne la quantité d'expérience à avoir. Et on a bien étudié le système, c'est-à-dire que si le joueur a un bonus d'expérience de 50%, par exemple, qui fait en sorte d'avoir un bonus, eh ben, ça va être significatif. Pourquoi? Parce que certes, plus on avance dans les niveaux, moins on gagne rapidement des niveaux, parce que c'est exponentiel. Mais en même temps, les monstres rapportent de plus en plus d'expérience. Et aussi, les niveaux rapportent de plus en plus de bonus. Donc tout ça, ça s'équilibre. Nos formules sont pratiquement au point dans les détails. On est capable déjà de mesurer l'évolution de puissance du personnage en fonction du temps, en fonction de combien de bonus d'expérience il a, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est une étude qui est au point et qui demandait un travail, et il a été fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup aussi, étant donné qu'on a commencé à réfléchir au système d'XP, et ben on a fait un deuxième passage sur le design des monstres. Et on a notamment commencé à faire nos premiers dessins. Enfin, j'ai commencé à faire les premiers dessins. Ah, c'est moi qui m'en suis occupé. D'ailleurs, il y a un débat sur si c'est moi qui ferai tous les monstres ou alors si on va partager entre plusieurs dessinateurs. À voir. Ça dépend de combien de dessinateurs on recrute à Japan Expo. Mais toujours est-il que je vais vous montrer les dessins qu'on a fait pour vous montrer un peu la direction artistique de Inception, quelle est notre logique. Donc déjà, la première logique, c'est on a réfléchi à un élément pour montrer que les monstres sont possédés par l'ombre noire, par l'encre noire. On est en train aussi de réfléchir à quel est le meilleur nom pour on l'appelle des fois l'encre rebelle, des fois l'encre noire, mais le problème c'est que l'encre noire, les personnages normaux en ont aussi dessus. Donc faut trouver un nom pour cette encre maléfique, enfin les ténèbres quoi, hein, le truc classique, c'est-à-dire c'est les ténèbres qui corrompent les gens et qui font que les gens ils deviennent méchants et que du coup il faut les purifier. Voilà, donc c'est un scénario comme ça classique de RPG et aussi que vous avez dans certains shonen ou shoujo. L'idée de purifier d'ailleurs c'est plus souvent dans les shoujo que dans les shonen. Mais vous l'avez aussi dans les shonen des fois donc c'est pas grave. Donc toujours est-il que voilà, l'idée c'est que les méchants dans Inception ne sont pas vraiment des méchants, ils sont possédés par les ténèbres. Et vous devez les purifier et le boss de fin c'est les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a que lui qui est vraiment totalement méchant, les ténèbres incarnées. Les autres, ce sont des pauvres types qui ont, enfin pauvres types en guillemets, ils savent se battre, c'est des monstres ou des types balèzes, mais voilà, ils sont possédés par l'encre maléfique des ténèbres, et du coup on a eu l'idée de dire que pour montrer qu'ils sont possédés, ils ont un masque loup comme ça, qui est fait en encre. Et du coup, ils ont tous des yeux blancs ou jaunes à la Captain Falcon, mais maléfiques quoi, qui sont au-dessus de ce loup. Et du coup, on s'est dit que ça c'était une manière thématique de lier de lier entre eux les monstres. C'est-à-dire que voilà, ils ont tous le loup d'encre qui montre qu'ils sont possédés. Il peut aussi y avoir de l'encre qui flotte autour d'eux. Alors pour l'instant, je l'ai pas encore mis sur tous les dessins parce que je vais l'ajouter en digital quand j'encrerai et je coloriserai. Mais voilà, sur le dessin là que je vais mettre à ce moment-là, le Ronin, ça se voit très bien. J'ai déjà dessiné l'encre qui flotte autour de lui. Donc voilà, cette idée de un loup d'encre et de l'encre qui flotte autour, ça serait un thème cohérent et facile à adapter pour tous nos monstres. Alors évidemment, dans le tas, il y aura peut-être des monstres qui n'auront pas d'yeux, mais globalement, ce sera assez rare. Et pour cela, on se débrouillera. C'est-à-dire qu'on mettra un autre motif en encre sur l'endroit qu'on assume que c'est leur tête. Et s'il y a vraiment pas de tête, là, on réfléchira. Mais en tout cas, voilà, on a une piste pour le design commun. Ensuite, un autre aspect du design de Inception, c'est que j'en avais pas parlé lorsque j'avais parlé de la bande dessinée, c'est qu'en réalité, le monde de Inception est divisé en 3 mondes, en 3 régions.
Il y a donc Animanga, le monde de l'animé et du manga, donc Animanga. Donc là-bas, tout est super manga, c'est-à-dire ou bien Japon traditionnel, ou bien Gundam, science-fiction japonaise. Enfin bref, c'est le monde de la Japanimation. Ensuite, il y a le monde des comics, donc Comic Erika. Ça, donc c'est un mix entre comic et Amérique, quoi, America. Donc Comic Erika. Et en Comic Erika, évidemment, vous avez des super-héros, des businessmen qui font des affaires et qui sont impliqués un peu comme 13, même si 13 est une BD européenne. C'est-à-dire c'est cette image de l'américain businessman qui vit des aventures, ou l'oncle Picsou, je suppose, même si c'est un autre style graphique. Enfin voilà, en tout cas, Comic Erika, c'est le monde des idées qu'on associe traditionnellement à l'Amérique et aux BD américaines. Et il y a aussi évidemment les cartoons, c'est-à-dire je vais mettre le dessin là que moi j'ai fait du Ville Coyote, qui est évidemment un clin d'œil à Ville Coyote de dessin animé, même si on l'a pas écrit pareil. Et du coup, voilà, le but ce que je veux expliquer, c'est qu'en fait, il faut qu'on comprenne. On a le droit de faire une référence. On a le droit de faire un personnage qui ressemble à un personnage existant. Mais il faut que ça ressemble, pas que ce soit le même. Parce que évidemment, on veut se protéger des risques de procès, de problèmes de copyright. Dans le monde de la BD, ça se fait, et du jeu vidéo même, ça se fait très souvent de faire des clins d'œil à un autre jeu, à une autre marque. Vrai, c'est très 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 fréquent, parce que c'est vraiment quelque chose de classique dans la culture geek de un peu tout mélanger. Et d'ailleurs, Inception, c'est totalement basé sur ça avec les trois mondes. Donc du coup, voilà, vous avez le droit de faire quelque chose qui ressemble à des Looney Tunes, vous avez le droit de faire quelque chose qui ressemble à Superman. Même on l'encourage, c'est-à-dire si quand on voit le dessin, on se dit ah ouais, ça ressemble aux comics ou aux américains, c'est un plus. Mais évidemment, il ne faut pas que ce soit exactement le même personnage, parce que sinon copyright, procès, etc. Et on n'a évidemment pas du tout les moyens ni financiers ni juridiques de faire ce genre de choses. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre faire référence et ne pas être la même chose. Et le troisième monde, c'est la Franco-Belgique. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des BD dans le reste du monde, mais les trois bastions quand même principaux de la BD, c'est le Japon, l'Amérique et la France centrée autour de la BD franco-belge. Et même si le reste de l'Europe fait des BD, c'est quand même franco-belge qui a le plus de rayonnement. Donc on a appelé cette troisième région la Franco-Belgie. Et la Franco-Belgie a pour thème évidemment les BD européennes. Alors le problème, c'est que les BD européennes globalement sont un peu moins typées que les mangas ou que les comics. Et la raison, c'est que notre culture est quand même relativement proche de la culture américaine. Et en plus, comme on aime beaucoup le manga, on a tendance à faire du manga. J'en suis un très bon exemple et beaucoup de gens qui bossent sur Inception aussi font des choses qui ressemblent à du manga. Donc du coup, le thème en fait principal qu'on a choisi pour la Franco-Belgie, c'est de se focaliser sur la fantasy. Parce qu'en fait, la fantasy, l'heroic fantasy, c'est quand même essentiellement basé sur l'histoire européenne, avec les châteaux forts, les chevaliers, les dragons. Donc même si vous savez pas dessiner en style européen, vous pouvez quand même designer des choses pour Franco-Belgie en ayant le thème fantasy. Parce que il y a plein d'auteurs par exemple les légendaires, que je vais peut-être mettre en image si vous connaissez pas, mais à mon avis vous connaissez si vous êtes dans la BD. Les légendaires, c'est un exemple typique de truc européen qui a pris un style inspiré du manga, mais qui évidemment parle de la culture fantasy européenne. Même si évidemment cette culture fantasy européenne est très souvent reprise par les Américains et les Japonais, l'origine c'est quand même l'Europe, quoi. C'est quand même nous qui avons inventé toutes ces choses-là. Et mais si vous pouvez imiter un petit peu le style des BD européennes, c'est quand même un plus. Donc là, ça fait un moment que je baratine, donc je vais peut-être montrer le dessin que j'ai fait d'un monstre. J'ai même fait deux monstres d'ailleurs, j'y pense maintenant dans cette région, donc je vais vous les montrer les deux. Le premier, c'est Léonard. C'est-à-dire, bon, c'est pas Léonard évidemment, hein, parce que copyright, tout ça. Mais c'est un alchimiste. Et vous voyez que j'ai fait en sorte, même si j'ai un dessin super typé manga et que je suis pas du tout capable d'imiter à 100% le type de ligne que vous avez dans Léonard, vous voyez qu'on peut quand même faire un truc où les gens qui vont voir ça vont dire « Hey, c'est un clin d'œil à Léonard !»
voire même ils vont dire c'est Léonard. Et d'ailleurs on peut rigoler un petit peu au niveau des dialogues, c'est-à-dire genre le héros que joue le joueur ou même Emika qui l'accompagne peut demander mais tiens tu serais pas ce célèbre inventeur qui habite en Italie là avec son disciple et puis il pourrait répondre ah non mais ça c'est mon cousin Germain, moi je suis alchimiste. Enfin vous voyez, il y a plein de possibilités. Toujours dans l'idée de on fait des clins d'œil, on assume l'idée que Inception c'est un hommage à la BD, mais sans violer de copyright. En tout cas, pas de manière trop directe. Après, évidemment, il y a toujours un petit risque que malgré les différences qu'on introduise, on ait un auteur de BD qui se retourne contre nous et qui dise ah ouais, vous n'avez pas le droit. Enfin d'ailleurs, ce sera probablement l'éditeur, pas l'auteur qui fera ça. Mais toujours est-il que si ça arrive, eh ben on s'adaptera. On redesignera le monstre pour le changer. Mais dans un premier temps, ça attirera vraiment les gens si on fait ce genre de clin d'œil. Et le deuxième monstre que j'ai fait dans la région, c'est le Gentleman. Et le Gentleman, il est un peu steampunk, même si c'est un peu discret, mais voilà, vous avez les goggles sur le haut de forme, vous avez un costume un peu victorien, vous avez la chaudière dans le dos, même si c'est pas le truc le plus proéminent, il en a une. Donc voilà, le steampunk, c'est aussi un truc très européen, parce qu'évidemment, ça fait partie de l'histoire de l'Angleterre. Donc vous voyez que c'est vraiment l'histoire en fait qui va être le principal thème de l'Europe, qui va permettre de le différencier des comics. Parce qu'au niveau culturel, on est quand même assez proche de l'Amérique, quoi, on va pas mentir. Premièrement parce que les Américains sont des Européens qui sont allés là-bas, et qu'ensuite l'Amérique est devenue ce grand empire mondial qui a influencé le reste du monde. Donc évidemment qu'en Europe, on pense quand même globalement, même s'il y a des différences, comme les Américains. Donc du coup, c'est vraiment ce focus sur notre histoire qui va différencier la Franco-Belgie par rapport aux comics. Parce qu'au niveau du style graphique en Europe, on a un petit peu de tout. On est un peu moins typé que les mangas ou les comics. C'est-à-dire que les mangas, vous avez vraiment ce style visage simplifié, corps à peu près réaliste, avec une ligne claire. Dans les comics, vous avez vraiment ce style hyper détaillé avec des ombres d'encre plates, etc., etc. Et en fait, en Europe, vous avez un peu de tout. Même si évidemment vous avez la BD traditionnelle avec Franquin, tout ça. Alors s'il y a des gens qui sont capables d'imiter ça, c'est super, mais c'est pas obligatoire parce que l'Europe aujourd'hui est vraiment un melting pot. Voilà, donc bon, ce discours est un peu long. En fait, étant donné le peu de progrès entre guillemets qu'on a fait ces 2 semaines, je pensais que le rapport serait court. Mais en fait, je réalisais que cette fois-ci, c'était une bonne occasion de vous faire un petit topo sur la direction artistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit dessiner et pas dessiner à l'intérieur d'Inception. Quel est l'effet qu'on cherche à faire? Et ben, l'effet qu'on cherche à faire, c'est un hommage à la bande dessinée mondiale et donc des clins d'œil, ou bien en faisant des personnages qui ressemblent, ou bien en émulant les styles graphiques, ou bien les deux. Donc ça, on verra évidemment en fonction des artistes qu'on trouve et de leurs compétences. Moi, j'avoue que je suis pas le meilleur du monde pour émuler les autres styles graphiques de la BD ou du comics. Je peux le faire un petit peu, mais je suppose que mon noyau manga sera toujours un peu visible. Voilà. C'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave. Mais si on trouve des artistes pour varier les styles graphiques et rendre ces aspects culturels dont j'ai parlé encore plus flagrants, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais après, même si on a du dessin, mais je caricature, supposons qu'on dessine manga partout, eh ben on arrivera quand même à faire la différence entre les 3 mondes, les 3 régions, par au moins des clins d'œil et par les aspects culturels. C'est-à-dire Europe focus sur l'histoire. Alors ça peut être une histoire fantastique, hein, le steampunk c'est au final une histoire fantastique, tout comme les chevaliers qui battent des dragons. Mais voilà, focus sur l'histoire en Franco-Belgie. En Amérique, focus sur notre époque, c'est-à-dire les super-héros de notre époque, les businessmen véreux de notre époque, etc. etc. Et pour la Animanga, vous avez ce mix entre Japon traditionnel et science-fiction à la japonaise. Voilà, c'est clair? Je sais, j'étais un peu long, j'ai un peu radoté, mais je pense que maintenant, vous voyez bien ce qu'on veut faire. Donc aussi, dans la catégorie design, étant donné qu'on a quand même un focus un peu plus grand sur le manga de fait, parce que voilà, moi je suis manga, je suis le chef de projet, et puis les artistes qu'on recrute en priorité sont des artistes manga, parce que c'est ceux qu'on trouve le plus facilement dans les conventions.
Donc du coup, notre mascotte est quand même plutôt typée manga. Et Mika, là, je vous la remets. Donc la différence par rapport à la dernière fois où je vous l'avais montré, c'est que cette fois-ci, on est en train de réfléchir à ses couleurs. Donc comme Emika est la fenêtre de notre appli, c'est-à-dire c'est la mascotte, même si Kaku est après le deuxième personnage le plus important, Kaku c'est un héros. Vous pourrez changer de héros quand le jeu sera terminé, vous en aurez plusieurs. Et si le jeu a un minimum de succès, on rajoutera des héros avec le temps dans des expansions. Donc du coup, les héros, c'est un peu moins la vitrine de notre jeu. La tête de file, la star, c'est vraiment Emika. Et du coup, on veut vraiment pousser la qualité sur le design d'Emika. C'est-à-dire, même si on est très satisfait de sa tête globale, ben voilà, quelles sont les meilleures couleurs pour elle. Donc pendant que je parle, là, je vais peut-être vous mettre 2-3 essais de couleurs que j'ai fait. Même si évidemment, globalement, elle doit donner l'impression d'être une Miko japonaise, c'est-à-dire qu'a priori c'est noir, blanc, rouge. Comme c'est une prêtresse finalement du monde de dessin et qu'il y a toute cette histoire autour de l'encre maléfique, etc., et l'encre bénéfique, etc., etc., et ben, on a mis évidemment de l'encre dans son design. Je pense que vous l'avez déjà remarqué là pendant que j'étais en train de parler. Donc l'encre, ça peut vouloir dire mettre plus de noir et moins de rouge. Enfin, vous voyez, il y a des options comme ça. Donc on va pousser la qualité sur Emika, peut-être même qu'on va ajuster la longueur de ses cheveux, genre on va peut-être se rendre compte, ah oui elle est un peu plus jolie s'il y a des cheveux là, ou ça fait un meilleur équilibre de couleurs, genre s'il a une mèche de cheveux plus longue devant, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Toujours est-il que si pour les monstres là on est plutôt satisfait, qu'on pense qu'ils respectent assez nos règles, les monstres que j'ai faits, sur Emika on est satisfait, hein, elle est bien comme ça. Mais c'est vraiment un personnage où on va faire l'effort supplémentaire de dire ok elle est bien comme ça, mais avant de la confirmer, on va essayer 2-3 autres trucs. Alors que sur les monstres, c'est moins indispensable. Voilà, voilà. Donc j'ai plus ou moins parlé de tout. Donc nos progrès, c'est ça. Ah non, pardon, j'oubliais un truc. Oui, c'est que quand on crée une application informatique, il faut des mock-ups. Les mock-ups sont un terme technique pour un truc que tout le monde comprend si c'est dit en langage lambda. Et en langage lambda, ça veut dire faire des putains de schémas qui disent en détail comment marche l'interface. Parce que ça semble complètement idiot, mais où on met les boutons sur l'écran. Est-ce qu'on les met en haut? Est-ce qu'on les met en bas? Est-ce qu'on les met à droite? Quelle taille ils doivent avoir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce bouton? Enfin bref, ça touche à un problème qui s'appelle l'ergonomie, la science de l'ergonomie. Et la science de l'ergonomie, bah, c'est en gros comment on fait que le logiciel il est pratique à utiliser et que aussi quelqu'un qui voit un écran qu'il n'a jamais vu peut comprendre ce qui se passe. Encore une fois, c'est un de ces trucs, c'est un peu comme le système d'expérience dont je parlais tout à l'heure. C'est une chose que certaines personnes sous-estiment la difficulté. C'est-à-dire que quand on joue à un jeu vidéo, tout ce genre de choses, ça semble naturel. Ben non, ça l'est pas du tout, c'est vraiment une science. Donc exactement comme ce système d'expérience, on a commencé à faire des mock-ups de notre appli. Donc comme d'hab, la magie du montage fait qu'il y en a probablement déjà là. Donc les mock-ups, on n'en a pas encore beaucoup pour l'instant par rapport au total de l'appli, c'est moi qui m'en occupe. C'était mon métier en fait avant quand j'étais dans l'informatique, j'étais ce qu'on appelle application designer. C'est un gars qui fait ça, c'est-à-dire qui fait le pont entre la technique, le graphique et qui pense l'ergonomie, tout ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que je sais faire, c'est juste que comme d'habitude, il faut le temps nécessaire. Mais du coup, en faisant ces mock-ups, on se rend bien compte de ce dont on a besoin. Et le jeu devient beaucoup plus concret. Et les idées deviennent beaucoup plus concrètes. Et une fois qu'elles sont plus concrètes, on peut les transformer en solutions techniques. Donc comme les mock-ups sont encore un peu trop loin de la version finale, je ne vais pas m'attarder sur les détails, genre dire on aura tel menu comme ça, c'est pas la peine. Comme d'habitude, comme je parle en radotant un petit peu et en expliquant au détail, la vidéo est déjà très longue, donc ça suffit largement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aller sur notre Discord et les poser officiellement dans le salon des artistes, voire le salon public, si vous pensez que votre question a de l'intérêt d'être montrée au public. Voilà, même si on a figé le calculateur, on avance quand même et surtout on est là pour vous aider à comprendre ce qu'on est en train de faire.
Parce qu'évidemment, plus on aura de gens motivés et qui font des petits efforts au quotidien sur le projet, et ben, plus on progressera vite, plus on a de chances d'y arriver, et plus on a de chances d'avoir du succès et de réussir à intéresser les gens, non seulement à Inception, mais à vous, aux artistes, parce que je vous rappelle que le but du système, c'est de promouvoir tout le monde, pas juste nous. C'est-à-dire que quand vous êtes un artiste, et ça se verra normalement dans la démo de Japan Expo qu'on est en train de faire, lorsqu'on regardera une de vos cartes dans la collection, eh ben, il y aura vos coordonnées, en tout cas celles que vous aurez bien voulu nous donner, c'est-à-dire a priori le mail ou le site. Et ben, les gens qui voient votre dessin et disent ah oui, il est pas mal celui-là, et ben, ils pourront aller sur votre site. Donc voilà, on respecte cette promesse-là, c'est-à-dire même avec notre prototype ultra basique qu'on va faire pour Japan Expo, eh ben, on commencera déjà à faire votre promotion, à dire regardez cette image elle a été faite par telle personne, etc., etc. Voilà, donc on est un petit peu lent, on est en train d'apprendre. Je vais pas dire qu'on est incompétent, ce serait méchant, mais on est en cours d'acquisition, on est compétent mais en bas de l'échelle et on est en train de monter, notamment sur Unity qu'on n'a pas encore tout compris, le fameux moteur de jeu. Mais voilà, on va y arriver et surtout on respecte notre engagement envers vous, qu'on va faire votre publicité et aussi bientôt je vous enverrai des papiers, des contrats. Alors évidemment, ce ne sera pas des contrats faits par un juriste, mais ce sera quand même un papier qu'on va signer et qui va dire que vous avez travaillé avec nous, les artistes, et que le jour où on rentre de l'argent, eh ben, vous aurez votre part. Ces contrats, je les ferai dans 2-3 semaines quand je serai en vacances, étant donné que comme je suis professeur, eh ben, je serai bientôt en vacances et je pourrai donner un coup de collier sur Inception, même si ce sera un coup de collier modéré parce qu'il y a un autre projet de dessin qui n'est pas Inception que je dois reprendre à ce moment-là. Voilà, bon, j'ai assez radoté, je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois, ciao ciao, au revoir.